Nous avons le plaisir aujourd'hui, cet après-midi, avec Pauline Guigouche, de modérer cette séance très intéressante et nous allons accueillir notre future présidente, Karine Chagnot, qui va nous parler d'un sujet intéressant et peu débattu, des varices ectopiques et la prise en charge de ces varices ectopiques. À toi, Karine. Merci Corinne. Donc effectivement, je vais vous parler des varices ectopiques. En fait, sujet pas si facile que ça parce qu'il y a peu de littérature de qualité, mais on trouve toujours de choses intéressantes à dire. Donc voilà le plan de mon exposé. Donc on va voir la localisation, les causes des varices ectopiques, le traitement des varices ectopiques et les messages à retenir. Alors tout d'abord, quelques rappels anatomiques pour comprendre comment se forment ces varices. Et donc c'est important de comprendre cette anatomie parce que ça va en découler sur les traitements. Donc les varices ectopiques, ce sont des collatérales portosystémiques en dehors de la région œsogastrique. Donc les varices gastriques ne font pas partie des varices ectopiques, donc je ne traiterai pas de ce sujet. Donc on note une augmentation du gradient de pression porto-cave qui entraîne une dilatation des veines d'amont, donc c'est le développement des varices qui vont être source souvent d'hémorragie digestive. Et il y a aussi des chintes porto-cave qui se développent qui eux seront responsables d'encéphalopathie hépatique. Donc en fait, on va avoir des anastomoses tout au long du tube digestif quand on a une hypertension portale, que ce soit au niveau de l'intestin grêle ou du côlon. Donc là, on aura des anastomoses rétropéritonéales entre les veines jéjunales, iléales, coliques, qui vont s'anastomoser avec les veines rétropéritonéales et former des varices. Et au niveau rectal, on connaît plus, eh bien, il y a des anastomoses entre les veines rectales moyennes et supérieures qui s'anastomosent avec les veines rectales inférieures qui elles-mêmes se jettent dans les veines iliaques, dans la sous-muqueuse de la paroi rectale. Alors, comment on fait le diagnostic de ces varices ectopiques? Donc, malheureusement pour nous, très souvent, c'est lors d'une hémorragie digestive et par surprise, on tombe sur une varice ectopique. Donc là, on a un petit moment de frayeur et de stress. Et donc, c'est le mode de découverte le plus fréquent des varices ectopiques. Il faut bien comprendre que le saignement sur varices ectopiques en hypertension portale, il est rare, puisqu'il représente que 5% des hémorragies digestives sur hypertension portale. Le deuxième mode de découverte, c'est l'iconographie et notamment le scanner avec le temps portal fait dans un bilan de cirrhose qui peut permettre de découvrir des varices ectopiques. L'association avec les varices œsophagiennes est fréquente dans 70% des cas et il y a toujours un contexte d'hypertension portale, que ce soit une hypertension portale intrahépatique avec une hépatopathie chronique ou extrahépatique par une thrombose porto-mésentérique. Alors, concernant les étiologies des varices ectopiques, je vous ai dit toujours une hypertension portale. Donc, en fonction du type d'hypertension portale, les sièges des varices va varier. Donc, quand on a une hypertension portale infrahépatique, c'est-à-dire extrahépatique par thrombose porto-mésentérique, c'est là qu'on va voir les varices duodénales, les varices biliaires ou encore gastriques. Quand vous avez une hypertension portale intrahépatique par maladie hépatique, on a tout type de varices ectopiques et pour l'hypertension portale suprahépatique comme le Budd-Chiari, on n'a pas de données de la littérature. Alors, les varices duodénales représentent, c'est celles qu'on doit craindre, parce que quand elles saignent, ça saigne beaucoup. Elles représentent 17% des varices ectopiques et elles vont saigner dans environ 30% des cas. L'autre type de varice qui est assez fréquente, c'est les varices péristomiales. Par exemple, moi j'ai eu un patient qui a eu un briquaire, qui a fait une grosse hémorragie sur des varices ectopiques localisées autour de l'utérostomie. Donc elles sont fréquentes, ces varices ectopiques péristomiales, puisque c'est environ un tiers des varices ectopiques, et elles saignent une fois sur deux. Donc en fait, vous avez peut-être vu dans la littérature, c'est des données anciennes, c'est les données de Sarine, c'est celui qui a décrit le plus les varices ectopiques. Donc
tous les articles dont on dispose, leur qualité scientifique est médiocre, hein, c'est essentiellement des cas anecdotiques ou des séries très courtes. Et donc là, je vous ai repris une série ancienne, qui est quasiment la plus grosse série de varices ectopiques hémorragiques dont on dispose, donc elle est de 98, et là, ça vous décrit quels sont les sièges les plus fréquents des varices ectopiques qui saignent, et là aussi, on retrouve donc les varices péristomiales, c'est un quart des cas. Les varices de l'intestin grêle ou duodénal, c'est 17% chacune. Et après, on a le côlon, 14%, et les autres causes plus rares. Et donc, vous remarquerez, enfin, vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir, les varices rectales, c'est fréquent, mais ça saigne peu. Donc, ces varices, elles peuvent saigner en intraluminal. Et donc, quand elles saignent en intraluminal, ce sont essentiellement, si j'arrive à vous passer la suivante, les duodénales qui saignent dans environ 50% des cas, les péristomiales et un peu les anorectales, et là c'est dans 33% des cas. Ces varices ectopiques peuvent également saigner en extraluminal, là c'est assez rare, personnellement moi j'en ai jamais vu, mais ça peut saigner en intrapéritonéal. Si j'ai vu un cas, mais en fait c'est passé... Enfin, ça a été découvert de façon fortuite, c'est un saignement intravésiculaire sur une varice ectopique, mais le patient s'en est pas rendu compte et moi non plus. Et puis, parfois, ça peut être des saignements dans le pelvis, donc c'est rare. Donc, on va aborder les différents types de varices, et donc sur cette diapositive, vous voyez des varices duodénales. Alors ça, c'est... Quand on voit ça, on a de quoi paniquer, puisque sur l'image de droite, on voit qu'il y a une ulcération de cette varice duodénale. Donc, elle est très grosse. Donc, les varices duodénales, c'est 0,4% des patients avec hypertension portale. Donc, autant dire que c'est rare. C'est souvent lié à une hypertension portale extra-hépatique, dans 25% des cas, et ça touche essentiellement D2, D3. Dans 40% des cas, on retrouve un antécédent de chirurgie abdominale. Moi, personnellement, j'en ai vu une fois dans ma carrière, une hémorragie sur rupture de varice duodénale. Et effectivement, c'était une thrombose porte post-chirurgicale. Donc, si on a une varice duodénale associée à une hypertension portale intrahépatique, dans ce cas-là, c'est secondaire à un shunt portosystémique rétropéritonéal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un vaisseau afférent et un vaisseau efférent. Et donc, dans les varices duodénales, le vaisseau afférent est soit la veine pancréatico-duodénale supérieure ou inférieure, qui provient du tronc porte ou de la veine mésentérique supérieure. Et la veine efférente, elle, va se jeter dans la veine cave inférieure via des veines lombaires. Donc, les hémorragies digestives par rupture de varice duodénale sont très graves, avec un taux de mortalité important qui est de l'ordre de 40%. Tout ça basé sur des séries de cas, de plusieurs cas, hein, c'est pas des grandes cohortes. Et donc dans le tableau en bas, je sais pas si on voit, vous voyez peut-être mieux que moi, le traitement qui dans cette cohorte, c'était soit ligature, soit encollage, et on va en parler plus tard. Les varices coliques, donc ce n'est pas fréquent non plus. Donc en bas à droite, on voit une varice colique avec des signes rouges, ou les varices iléales. Là, on peut les voir vraiment bien au scanner. Donc là, les anastomoses se font au niveau rétropéritonéal. Ce sont les branches des veines coliques qui proviennent du système porte qui vont aller s'anastomoser avec des branches des veines lombaires. Donc elles peuvent être à l'origine, là aussi, d'une hémorragie digestive. Et tout à l'heure, je vous présenterai un cas clinique endoscopique. Elles sont plus fréquentes chez le cirrhotique que les varices duodénales, et là aussi elles sont favorisées par un antécédent de chirurgie abdominopelvienne, car les adhérences facilitent le développement de ce type de varices. Alors les varices rectales, c'est sûrement celles qu'on en voit le plus en endoscopie, notamment lorsqu'on fait des coloscopies de dépistage à nos malades cirrhotiques. Donc elles sont plutôt fréquentes. C'est 10 à 20% des patients cirrhotiques qui subissent une coloscopie. Et en fait, elles saignent peu, 0,5 à 5% des cas. Et on en rencontre dans 7% des scanners faits chez un malade cirrhotique. Et je vous reparle pas des anastomoses, j'en ai parlé tout à l'heure pour celle-ci.
Alors, ce qui pose problème, c'est la varice ectopique qui saigne. Donc, comment on traite une varice ectopique qui saigne? Donc, c'est sûr qu'en libéral, on doit traiter l'urgence et après, il doit y avoir une réflexion collégiale pour discuter du traitement de fond. Donc, comme toute autre varice non ectopique, il y a un traitement médical qui est consensuel, qui comporte la réanimation, la transfusion si besoin, et on ne surtransfuse jamais un malade qui a une hypertension portale de risque de faire ressaigner la varice, les vasopresseurs 5 jours, les antibiotiques 7 jours, et donc je vous ai rajouté 2 points parce qu'il y a la conférence de consensus de Baveno qui vient de paraître fin octobre, et il y a quelques petites nouveautés, donc c'est l'occasion d'en parler. C'est l'ajout du dactylose et de renourrir nos malades dès que possible, donc ça on va en parler rapidement. Effectivement, j'aborde les points qui ont changé dans la prise en charge médicale du saignement des varices dans l'hypertension portale. Donc jusqu'à présent, on utilisait plutôt les fluoroquinolones pendant 5 jours IV. Donc les recommandations actuelles sont plutôt la ceftriaxone si le patient a une cirrhose très évoluée ou s'il a été hospitalisé dans les jours précédents ou les mois précédents, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de résistance aux fluoroquinolones. Donc ça, c'est un changement partiel. On sait que les cirrhotiques graves qui saignent sont souvent dénutris, c'est pour ça qu'il faut les réalimenter dès que possible. L'autre élément important, avant Baveno 7, on traitait l'encéphalopathie s'il y en avait, maintenant ils préconisent un traitement préventif de l'encéphalopathie par Dufalac. L'objectif, c'est de vider l'intestin du sang pour diminuer le risque d'encéphalopathie hépatique. Voilà les petits changements dans la prise en charge médicale de la rupture de varices. Donc le traitement médical, on le met en place dès que l'urgentiste nous appelle dans toute hémorragie sur hypertension portale avant d'endoscoper. On endoscope et donc là, on tombe sur une varice ectopique qui saigne. Donc, on a 2 alternatives, soit on ligature, soit on colle. Alors il y a des règles pour la ligature endoscopique parce que le problème c'est la taille de la varice. Et le problème de ces varices ectopiques, elles sont souvent de grande taille et donc d'un diamètre supérieur au diamètre de notre endoscope. Et on sait que si on met un élastique sur une varice qui fait 2 cm de diamètre, eh bien là où l'élastique n'a pas englobé la varice, ça va se mettre à saigner. Donc il y a des règles et selon les articles, c'est soit on ligature si la taille de la varice est inférieure au diamètre de l'endoscope ou à 15 mm. Selon les articles, c'est un peu différent. Donc c'est entre 10 et 15 mm. En tout cas, ne vous lancez pas dans la ligature d'une varice qui fait plus de 2 cm, vous allez dans les soucis. Donc quand on utilise la ligature, l'hémostase initiale est très bonne, hein. On arrête le saignement très rapidement. Le problème, c'est la récidive hémorragique, mais au moins ça nous a permis de franchir le cap aigu et après on peut réfléchir plus calmement. L'autre technique, eh bien, c'est l'encollage de la varice, soit avec de l'histoagril ou du glubrand. Donc là aussi, ça demande d'avoir le matériel dans la structure et d'en avoir déjà fait, parce que si on n'en a jamais fait, ça s'improvise pas, parce qu'il y a des risques de cette technique. Donc il y a des risques pour le matériel qu'on utilise et pour le patient, avec notamment les emboles de colle à distance. Et c'est pas un mythe, moi j'en ai vu plusieurs dans ma carrière, notamment les embolies pulmonaires, notamment quand il y a des magnifiques chantes. Et tout à l'heure, j'illustrerai ça par une très belle image d'angiographie. Alors récemment, donc ça fait rire mes collègues hier soir, je vous ai trouvé une cohorte récente rétrospective sur les varices ectopiques en 2021. Alors c'est une cohorte rétrospective monocentrique chinoise, et c'est 150 patients sur 10 ans. Donc où ils ont répertorié toutes les varices ectopiques qu'ils ont vues dans leur service, qu'elles saignent ou qu'elles ne saignent pas. Donc en fait sur 150 varices, alors moi c'est que j'ai pas mes lunettes, je verrai mieux là. Sur 150 varices, il y avait 14% de varices duodénales. Et en termes de saignement, il y a environ 15% de ces varices qui ont saigné. Donc le taux de saignement des varices ectopiques était relativement faible. Donc, quels étaient les facteurs prédictifs de rupture de varices en analyse multivariée?
c'est le siège duodénal. Donc ça, on retrouve ça vraiment dans tous les articles que l'on a. Et s'il y a des signes rouges, à l'endoscopie. Donc c'est vraiment important. Alors, c'est vrai que si on tombe sur des varices, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, une énorme varice duodénale, une grosse varice rectale, c'est facile de faire le diagnostic de varice ectopique, mais la médecine, c'est pas toujours aussi simple. Et donc, je vous ai mis des photos d'endoscopie en bas, qui est la vraie vie. Donc, je vous raconte l'histoire. Donc, c'est une jeune collègue bordelaise qui m'appelle pour un avis sur une hypertension portale, sur un cavernome portal secondaire à un syndrome myéloprolifératif. Donc, une patiente qu'elle ne connaissait pas, qui arrive chez elle pour des rectoragies avec déglobulisation. Et donc, elle lui fait la coloscopie, elle fait la colo, et brutalement, qu'est-ce qui se passe? Saignement en G. Donc, c'est les photos de sa patiente, là, enfin, du côlon de la patiente. Donc, saignement en G, en fait, elle me parle pas de la première image que je vous ai mise. Saignement en G, et donc, elle se dit, c'est quoi de ce saignement artériolaire? Donc, je clippe. Elle clippe. Et puis, elle finit sa colo, et la patiente ne ressaigne pas. Et donc, elle m'appelle après le geste, parce que quand même ça l'a interpellée et puis tracassée, et donc elle me dit j'aimerais bien avoir ton avis, je sais pas pourquoi elle saignait en G et tout ça, elle me raconte l'histoire. Et donc je lui dis peux-tu m'envoyer les photos? Et donc là vous voyez sur la photo de gauche qu'il y a un magnifique clou plaquettaire, sauf que la varice sous-jacente est pas si évidente que ça en endoscopie. Donc si on n'a jamais vu de varice ectopique, qu'on est jeune et tout ça, c'est quand même facile, enfin vraiment, de pas faire le diagnostic et de passer à côté. Donc je lui dis, écoute, je pense que c'est une varice colique ectopique, fais un scanner en urgence avec un bon temps portal et une reconstruction vasculaire, parce que chez cette patiente, il va falloir discuter d'un TIPS pour le traitement de fond. Et donc en fait, c'était une magnifique varice colique développée sur un cavernome portal et tout ça. Donc c'est quoi le message que je veux faire passer? C'est que toute hémorragie digestive sur hypertension portale extra-hépatique, c'est-à-dire sans cirrhose, faites un scanner avec un temps portal avant l'endoscopie, parce que ça évite des catastrophes. Là, ça s'est bien fini, mais ça pourrait mal finir, et ça vous permet d'anticiper le geste endoscopique que vous ferez. C'est vraiment important. Donc en fait, toujours dans cette même cohorte-là qui est récente, eh bien, on voit que chez ces malades, mais il y en a que 15, il me semble, qui ont eu un traitement endoscopique sur ceux qui ont saigné, que ce soit de la ligature ou un encollage, il n'y avait pas de différence en termes de récidive hémorragique et en termes de survie. Après, voilà, c'est 15 patients, donc les conclusions... c'est difficile de les faire. Donc en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça reste les hémorragies sur varice ectopique, c'est grave, puisqu'à 2 ans, il y a quand même 4 patients sur 15 qui sont décédés. Alors, vous avez mis votre traitement médical, vous avez fait le traitement endoscopique, et donc là, on a un petit peu plus de temps pour réfléchir sur le traitement de fond, c'est-à-dire le traitement de l'hypertension portale qui est à l'origine de cette varice ectopique. Et donc, à quelle technique on pense? C'est bien sûr le TIPS. Effectivement, le TIPS a toute sa place dans le traitement des varices ectopiques. Et là aussi, il y a des nouveautés. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on faisait un TIPS seul et qu'on n'associait pas forcément à l'embolisation endovasculaire de la varice. Et donc, il y a des papiers qui montrent que le TIPS associé à une embolisation per procédure, permet de diminuer le risque de récidive hémorragique et augmente la perméabilité du shunt portosystémique. Donc c'est vrai que l'objectif du TIPS, c'est de diminuer le gradient de pression hépatique au-dessous de 12 mm de mercure, car on sait que quand on a des varices œsophagiennes, si notre gradient est supérieur à 12, il y a un risque de rupture majeure s'il n'y a pas de traitement préventif de rupture. Donc l'objectif d'un TIPS, c'est de toujours abaisser ce gradient au-dessous de 12. Mais parfois, malgré la mise en place du shunt intrahépatique, on n'arrive pas à diminuer ce gradient, ou alors on le diminue, mais l'opacification du stent intrahépatique est mauvaise, et c'est là qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on doit emboliser ou non la varice? Et donc pour illustrer ça,
Je vais vous montrer des angiographies portales. Alors, je suis désolée, j'avais que des mesures hémodynamiques angiographie portale d'une varice gastrique. Mais c'est le même raisonnement pour une varice ectopique. Ce que je vais veux vous faire comprendre, c'est les données hémodynamiques qui conditionnent tout. Donc si c'est vos radiologues, ce qui est le cas le plus souvent, qui posent les tips, faut vraiment leur dire que les mesures de gradient de pression hépatique, pré-tips, per-tips, post-tips sont indispensables, parce qu'il y a quand même pas mal de radiologues, notamment interventionnels plus en libéral, je pense qu'ils ne prennent pas forcément les pressions, et donc c'est notre rôle en tant qu'hépatologue de les éduquer, parce que ça change tout pour le patient. Donc, d'un monsieur qui a fait une hémorragie grave sur une rupture de varice gastrique. Donc, vous voyez, j'ai numéroté. Comme ça, j'ai bien fait de le mettre en rouge. Donc, sur l'angiographie numéro 1, on voit effectivement cette varice gastrique et c'est tout le contraire de ce que je vous ai dit. Il a fait une hémorragie grave et le gradient de pression hépatique est à 9. Donc, déjà, on doit se dire, c'est quand même bizarre. Donc, on va cathétériser sa veine gastrique gauche, sa veine gastrique, et donc image 2. Donc, on la cathétérise. Alors là, vous avez une magnifique image. Donc, on la cathétérise, on l'opacifie. Là, vous voyez le magnifique shunt gastro-rénal gauche. Et donc, c'est ces malades-là qui font les embolies à la colle quand on les sclérose par voie endoscopique. Vous imaginez que vous injectez de la colle par voie endoscopique dans votre varice gastrique, s'il y a un shunt comme celui-ci, d'un tel diamètre, que la colle, hop, elle part, elle va dans la veine rénale et elle remonte dans la veine cave inférieure. Et vous avez l'embolie pulmonaire qui peut être mortelle. Donc on cathétérise cette veine gastrique gauche, on en colle par voie endoscopique, et là, on reprend les pressions après, image 3. Et donc là, vous voyez que le gradient de pression hépatique a considérablement augmenté à 16 mm de mercure. Donc c'est quoi le message? En fait, cette varice gastrique, mais ça pourrait être une varice ectopique, elle a un tel diamètre que tout le sang digestif veineux va directement dans la varice et passe très peu dans le système porte. Donc vous avez beau mettre un stent porto-cave entre votre veine porte et les sucs hépatiques, si vous avez une varice ectopique d'un tel diamètre, en fait il y aura très peu de flux dans le stent qui risque de se thromboser et votre varice est toujours alimentée. Et donc c'est là où il y a un intérêt à boucher, à encoller votre varice ectopique. Et donc sur la dernière image, image 4, on voit là c'est vraiment, en fait c'est ce qu'on devrait obtenir tout le temps chez les malades après traitement radiologique. On voit plus du tout la varice gastrique, le stent intrahépatique est parfaitement perméable et le gradient il est tout simplement parfait. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur un plan hémodynamique au niveau de tous les vaisseaux digestifs. Donc le TIPS plus embolisation, oui, ça a un intérêt si on n'est pas dans les critères dont je viens de vous parler. Et il y a cette cohorte de Vangeli, là en 2004, qui confirme ça. Alors pareil, hein, c'est toujours des petites cohortes, mais parce que c'est des varices ectopiques. 19 patients qui ont saigné de varices ectopiques. Il y en a 12 qui ont eu le TIPS seul. Et sur les 12, il y en a 5 qui ont ressaigné malgré une diminution significative du gradient de pression hépatique. Et donc les dernières recos de Baveno confirment que si, donc elles disent que on doit combiner l'embolisation au TIPS pour contrôler les saignements ou réduire le risque de récidive de saignement des varices ectopiques gastriques, notamment si, malgré la diminution du gradient de pression hépatique, le flux dans le stent n'est pas bon et qu'on voit toujours ses collatérales. Donc ça, c'est nouveau et c'est vraiment important. Alors, l'autre nouveauté, dans les CHU, c'est sûrement moins nouveau. Pour nous, libéraux, il y a une nouvelle technique de radiologie interventionnelle qui est consensuelle maintenant. C'est la BRTO, c'est-à-dire l'oblitération transveineuse rétrograde par ballonnet de la varice ectopique. Donc c'est un concept récent qui est apparu dans les années 2000, notamment au Japon, et ça a un intérêt si le TIPS est contre-indiqué.
Donc c'est un abord veineux soit fémoral gauche, soit jugulaire, toujours par une équipe de radiologie interventionnelle très expérimentée. Et le but du jeu dans l'histoire, c'est d'occlure la veine efférente de la varice qui va vers le shunt porto-systémique, c'est-à-dire gastro-rénal. D'accord ? C'est pour ça que c'est toujours important de connaître le vaisseau afférent, le vaisseau efférent. Et donc là, on va aller boucher le vaisseau efférent de la varice. Donc il y a des contre-indications, c'est s'il n'y a pas de shunt gastro-rénal, mais ils vont aller voir, les radiologues, s'il y a un shunt phrénique inférieur, parce qu'ils peuvent passer par ce shunt. Donc techniquement, ils vont monter un ballonnet dans la veine efférente de la varice. Une fois ce ballonnet en haut de cette veine efférente, ils vont le gonfler, ils vont le laisser 4 heures en place. À l'intérieur du cathéter, ils vont monter un micro-cathéter et ils vont aller injecter un produit sclérosant à l'intérieur de la varice. Pourquoi ils laissent le ballonnet minimum 4 heures? C'est pour éviter qu'il y ait une migration de produits sclérosants qui pourrait donner une thrombose porte. Et donc cette technique a été référencée dans les indications des traitements des varices ectopiques par la dernière conférence de consensus Baveno 7. Donc ça a une excellente efficacité sur l'hémorragie. Par contre, ça ne traite pas l'hypertension portale, contrairement aux TIPS. Et donc le risque, c'est une aggravation de l'hypertension portale, puisque tout le flux va arrêter d'aller dans la varice ectopique, il va se rediriger vers les autres vaisseaux, et si le patient a des varices œsophagiennes, il y a un risque non négligeable de rupture des varices œsophagiennes. Donc il faut un peu anticiper. Et l'autre risque, c'est l'apparition d'ascites. On peut avoir, comme pour la sclérose par voie endoscopique, des risques de thrombose porte splénique s'il y a une migration de produits sclérosants, et il y a des cas rapportés de rupture de ballonnet. Donc l'intérêt est surtout chez les patients qui ont une contre-indication au TIPS, notamment ceux qui ont une encéphalopathie avant TIPS, et donc on ne peut pas envisager le TIPS. Donc là, ça reprend ce que je vous ai dit. Donc pour finir, je vous ai fait un petit arbre décisionnel pour la conduite à tenir face à une hémorragie sur varice ectopique. Donc tout d'abord, on fait le traitement médical consensuel. Une fois le traitement médical en place, on va faire le traitement endoscopique. Donc selon votre appréciation, ce sera soit ligature, soit encollage. Deux situations. Première situation, le traitement est efficace, l'hémorragie est contrôlée. Dans ce cas-là, on fera une prévention secondaire par bêta-bloquant. Et on discutera de façon collégiale du traitement de fond de l'hypertension portale. Deuxième situation, l'hémorragie n'est pas contrôlée. On va appeler nos radiologues expérimentés interventionnels pour discuter soit d'un TIPS associé à l'embolisation, soit la BRTO. Troisième situation, l'hémorragie n'est pas contrôlée. Donc là, c'est des cas anecdotiques, mais ça existe. Et dans ce cas-là, on confie le patient à l'équipe chirurgicale qui fera un geste minimaliste ou une transplantation hépatique si le patient rentre dans les critères. Donc en conclusion, je dirais que les varices ectopiques sont rares dans la cirrhose. C'est surtout si on a une hypertension portale extra-hépatique, que le risque hémorragique existe surtout pour les varices duodénales, que le traitement endoscopique est efficace, mais il y a un risque de récidive non négligeable, raison pour laquelle il faut discuter ensuite de façon collégiale de la prise en charge thérapeutique de l'hypertension portale sous-jacente. Je vous remercie. Merci Karine, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions ? Déjà juste le temps que les micros arrivent, quelle est la conduite à tenir lors d'une découverte d'une grosse varice duodénale, lors d'une endoscopie chez ce type de patient? Est-ce qu'on surveille? Qui ne saigne pas, tu veux dire? Qui ne saigne pas. Donc si vous avez une varice duodénale qui ne saigne pas, vous n'y touchez pas. Et il faut faire un bilan morphologique complet, c'est-à-dire iconographique, mais de très bonne qualité. Donc là aussi, c'est comme pour le bon d'écho-cœur. Là, on a vu ce matin, il faut orienter notre radiologue pour qu'il regarde s'il y a des shunts et voir quelle technique de radiologie interventionnelle on pourra proposer. Et après, ce type de dossier, ça doit être envoyé vers des centres experts.
Hein. On peut pas faire des techniques comme la BRTO. Et le traitement par bêta-bloquant? Alors, bien sûr, tout à fait raison, Corinne. Avant d'envoyer le patient, il faut faire une prévention primaire de rupture par bêta-bloquant. Ce qu'on applique dans les varices non ectopiques est extrapolable aux varices ectopiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, s'il y en a pas, j'en ai une. Est-ce que on doit faire un scanner avec temps portal chez toutes les varices rectales qu'on peut découvrir de façon fortuite lors d'une coloscopie? C'est une bonne question, Pauline. Alors, le risque hémorragique des varices rectales, il est assez faible. Donc, c'est vrai qu'on en trouve assez fréquemment. Donc après, moi, je dirais que ça dépend de ton patient. Si, je sais pas, s'il a 80 ans, que tu pourras jamais le tipser, est-ce que ça a un intérêt? Parce que de toute façon, il faudra que tu scléroses, c'est tout. Enfin, il faudra faire un encollage. Il n'aura jamais de tips à 80 ans. Donc, je dirais que c'est du cas par cas. Si c'est un patient qui est soit tipsable, soit greffable, enfin, chez qui tu peux avoir un projet thérapeutique curatif, on va dire, d'hypertension portale, oui. On s'adapte. On s'adapte. Bertrand. Toutes les varices rectales ne sont pas liées à de l'hypertension portale quand même. Non. Parce que on peut faire un simple bilan d'hépatopathie standard, vérifier s'il n'y a pas un problème bien sans sûr. faire d'imagerie. Là, moi, j'avais compris dans la question de Pauline que c'était un cirrhotique connu. Donc, mais effectivement. Et juste, t'as pas parlé de somatostatine, mais on peut en faire quand même aussi dans les varices. Mais j'ai mis vasopresseur. Donc vasopresseur, j'ai pas voulu rentrer dans le détail. C'était pas le sujet. Voilà, bien sûr. Oui, pour aller très vite, mes dernières varices rectales, patient qui vient pour un dépistage FIT positif, en fait, je dis venez faire un fibroscan, 45 kPa, il a CHC et il vient d'être traité. Bien sûr. Non, mais si vous découvrez des varices rectales chez un patient non cirrhotique connu, c'est indispensable. Il faut faire un bilan d'hépatopathie. Mais j'avais pas compris la question comme ça, bien sûr. Alors, je suis désolée, il manque la super photo de la fin, là, je sais pas. Il n'y avait pas une autre diapo c'est pour nos amis proctologues. Ouais. Et tu peux nous parler un petit peu de l'encollage quand même, oui. La technique? Alors, l'encollage, donc en fait, il faut déjà avoir le glubrant ou l'histoacryl dans votre structure. Hein, ça se conserve au frigo et ça a une date de péremption. Donc, il y a des précautions à prendre parce que, on peut boucher l'appareil et donc foutre en l'air l'appareil. Et puis, il peut y avoir des projections. Donc, en fait, faut toujours diluer le produit sclérosant avec du lipiodol. Faut bien purger la gaine avec du lipiodol et il y a des règles à suivre pour diminuer le risque de récidive hémorragique au moment de l'injection du produit sclérosant. Alors après, hop, elle est passée. Voilà. Non, remontez. Ouais. Voilà. Alors pour nos amis proctologues, on peut avoir vraiment des énormes varices rectales et donc faut pas confondre avec des grosses hémorroïdes. Donc c'est moi qui apparaît là, c'est fou ça. Merci. Hein. C'est flatteur. Donc ça, c'est une image qui m'a été fournie par Patrick et c'est les Toulousains qui lui ont envoyé cette belle atypique varice. Moi, je l'ai sur mon écran, mais vous ne l'avez pas. Varice rectale. Donc, plus sérieusement, pour l'encollage, il faut vraiment se mettre déjà à la base de la varice où la pression est moins importante. Et il faut vraiment se mettre à la base de la varice pour injecter le produit sclérosant parce que la pression est moins importante à ce niveau. Faut pas dépasser à chaque injection 1 millilitre. Et l'autre, quand vous enlevez votre aiguille, faut pas y aller trop lentement aussi, hein, mais faut rester en place un certain temps pour que la colle se polymérise et qu'elle prenne. Hein. Et ensuite, quand vous retirez l'aiguille, vous la retirez pas dans le canal opérateur. Hein, on doit sortir l'endoscope, aiguille sortie du canal. Sinon, on bouche l'appareil qui est foutu. Donc en fait, vous sortez votre endoscope et l'aiguille est sortie sur 2 cm, la gaine avec l'aiguille, et vous coupez à l'extérieur une fois que c'est sorti. Après, c'est bien d'être 2 opérateurs, hein, c'est quand même rassurant, et toujours des lunettes de protection parce que si y a de la colle qui projette.
Donc ça, c'est pour réduire le risque de récidive hémorragique au moment de la sclérose. Le deuxième risque, c'est l'embolie. Alors, il n'y a pas vraiment de solution pour éviter les embolies. Donc, soit c'est une embolie pulmonaire. Alors moi, quand j'étais au CHU, alors bon, forcément, je voyais beaucoup d'hémorragies, je gérais les hémorragies. J'ai eu plusieurs embolies pulmonaires à la colle, dont un qui est mort sur un foie cardiaque aigu sur embolie pulmonaire massive, alors que je n'injectais jamais des grands volumes. Donc là, dans la littérature, il y a eu des études qui ont comparé la quantité injectée, ce qui avait plus d'effets secondaires. Eh bien, a priori, non. Dans la littérature, ils disent même qu'on peut aller jusqu'à 4 millilitres, ce qui me paraît peut-être un peu beaucoup, mais les papiers montrent pas que si on injecte 0,5 jusqu'à 4, il y ait plus de complications. Mais donc les deux principales complications, c'est ça, c'est l'embolie pulmonaire à la colle. Mais maintenant en imagerie, ils sont très bons. Si on nous voit un shunt comme ça, par exemple gastro-rénal, on se dit oh là là, ce malade il est très à risque quand même de faire une embolie à la colle. Donc ça va changer un peu notre attitude. Et l'autre risque, c'est thrombose portale sur une migration.